campagne de second tour aux Français. Et j'ai choisi la formule de la conférence de presse parce que, d'abord, j'ai grand respect pour l'institution que vous représentez, indispensable dans la démocratie, et parce que je considère que la conférence de presse que nous tenons aujourd'hui, avant une élection décisive, pourrait être un rendez-vous régulier si les Français m'en donnaient le mandat le 6 mai, pour rendre compte de l'action que je conduirai au nom de la République au service des Français et dont j'aurai à rendre compte devant eux à travers une conférence de presse. Aujourd'hui, je n'en suis pas là. Je suis au lendemain d'un vote des Français, celui de dimanche, dont je vous dirai les conclusions que j'en tire, et avant un second tour qui permettra de désigner le prochain président, celui qui changera le destin de la France et aussi de l'Europe. D'abord, avant de répondre à vos questions, et je vous laisserai tout le temps nécessaire, je voulais revenir sur le scrutin de dimanche. D'abord, pour tirer la première leçon, c'est qu'il a considérablement mobilisé les Français. Le taux de participation est de 80%. C'est l'un des plus élevés des dernières campagnes présidentielles, plus haut donc en 2002, plus haut qu'en 1995 et presque aussi élevé qu'en 2007. Ce qui démontre que les Français veulent s'exprimer et veulent, à l'occasion d'une élection présidentielle, faire passer des messages essentiels. La seconde leçon du scrutin, c'est que les Français, en tout cas 28,6% d'entre eux, m'ont placé en tête au soir du 22 avril. C'est le meilleur résultat d'un candidat socialiste depuis longtemps, hormis ce qu'avait été la réélection de François Mitterrand en 1988. 28,6%, c'est plus que ce que François Mitterrand lui-même avait fait en 1981. La troisième conclusion du scrutin, c'est que le total des voix de gauche est à un niveau particulièrement élevé, en tout cas plus élevé, bien sûr, qu'en 2007 et qu'en 2002. Tout cela confirme l'échec du candidat sortant, qui arrive non seulement en second, mais 5 points en dessous de ce qu'avait été son résultat en 2007. Jamais un président sortant, candidat à sa propre réélection, ne s'était trouvé dans ce cas de figure. Le dernier message que j'ai reçu du scrutin, c'est le haut niveau du Front national. Et en pourcentage supérieur à ce qu'avait été le score de Jean-Marie Le Pen en 2002 et en nombre de voix. Les explications sont nombreuses. Il y a la crise financière, économique, sociale, industrielle, morale. Il y a aussi la défiance à l'égard de l'Europe, une peur du monde. Il y a aussi une prise de distance à l'égard de la parole politique et notamment de celle venant des partis de gouvernement. Sûrement que l'accumulation des promesses non tenues y est pour beaucoup. Là encore, la responsabilité du candidat sortant est grande. Chacun doit en tirer les enseignements nécessaires. Pas simplement pour gagner
la prochaine élection présidentielle, mais pour bien comprendre ce qui travaille notre pays, ce qui l'inquiète, ce qui le démobilise, décourage. Et c'est en fait ce qu'aura aussi à régler le prochain président. Il y a une volonté de changement aujourd'hui qui s'exprime. Et mon devoir, c'est de la traduire. Non pas simplement comme un rejet, un refus, mais comme une capacité de nous redresser collectivement et de lever une espérance. J'ai mesuré les souffrances à travers cette campagne qu'éprouvent bien nos compatriotes. Les ouvriers qui voient leurs usines, leurs ateliers fermés, les plans sociaux qui s'accumulent. Nous venons d'apprendre un nouveau risque d'une entreprise de sécurité. Il y a aussi cette souffrance des petits entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des agriculteurs qui créent de la richesse et n'en ont pas la récompense. Et puis il y a ce malaise dans la ruralité, celui des agriculteurs, mais aussi de ceux qui ont choisi de vivre là et qui ne trouvent pas la présence des services publics, qui voient l'accès à la santé s'éloigner, des infrastructures abandonnées et même l'accès aux hautes technologies remises en cause. Tout cela crée une exigence d'efficacité pour le prochain président. Ce qu'il dira devra avoir des traductions concrètes. Une exigence aussi de vérité, tant les promesses non tenues ont engendré les exaspérations, les frustrations, les colères. Une exigence de justice, car il y a aussi dans les votes qui se sont prononcés, je pense également au bon résultat de Jean-Luc Mélenchon, il y a cette revendication d'égalité, une exigence aussi d'exemplarité au sommet de l'État, pour que chaque citoyen se trouve considéré, respecté, et que, au plus haut niveau, la retenue, la réserve, l'économie de parole et parfois de comportement puissent être la règle. Une exigence aussi d'espérance. Notre pays a besoin de se retrouver sur une cause qui permette à chacune et à chacun de se dépasser, de se retrouver, de se rassembler. Et c'est pourquoi la prochaine élection doit être une victoire pour la France, pour son redressement économique, financier, budgétaire, industriel, pour son redressement aussi pour la transition écologique et enfin pour son redressement moral. Ce doit être une victoire également du changement, d'un changement qui doit être trouvé dans l'ensemble de la vie quotidienne, mais dans tous les domaines de la vie politique qui doit évoluer avec d'autres règles, le non-cumul des mandats, l'introduction de la proportionnelle, une évolution aussi dans les rapports entre les Français et la sécurité, la justice, pour plus d'indépendance, plus de rapidité. Changement, évolution également dans la vie économique et sociale, où les décisions doivent être plus rapides, d'où aussi un changement dans l'organisation de l'État et l'annonce que j'ai faite d'un nouvel acte de décentralisation. Enfin, et ce sera mon dernier mot, avant de vous laisser la parole, la victoire doit être aussi celle d'une Europe nouvelle. Je suis européen. Tout mon engagement politique s'est construit autour du projet européen, que je ne sépare pas de l'ambition que j'ai pour mon pays, pour ma patrie, pas davantage de l'idéal qui est le mien comme socialiste, comme homme de gauche. Les Français sont majoritairement européens, ils l'ont toujours prouvé. Mais ils attendent une Europe
qui respecte sa promesse de solidarité, sa promesse de progrès, sa promesse de protection. C'est au nom de cette promesse que j'ai annoncé ce que serait mon attitude au lendemain du second tour si les Français m'ont choisi comme président. Je renégocierai le traité signé par le candidat sortant et les chefs d'État et de gouvernement. Je suis favorable au sérieux budgétaire, aux disciplines qu'il suppose. J'ai d'ailleurs déclaré il y a plus d'un an que l'équilibre devrait être trouvé à la fin de 2017 pour nos comptes publics. J'ai suffisamment déploré l'augmentation de la dette publique pour ne pas considérer aujourd'hui que sa maîtrise est indispensable. Si nous ne voulons pas laisser aux générations qui arrivent un fardeau dont nous serions les seuls responsables. Et en même temps, la France ne retrouvera sa place dans l'Union européenne et son rang dans la mondialisation que si elle est capable d'infléchir le cours de la construction européenne, d'investir dans la croissance et dans l'emploi. D'où la dimension que je veux donner au futur traité pour qu'il prenne la priorité de l'emploi, de la croissance, des grandes infrastructures. Et sur ce terrain-là, les choses ont déjà bien progressé. Avant le premier tour, j'en avais quelques pressentiments. Les chefs de gouvernement, qui ne sont pas tous socialistes, ça ne vous a pas échappé, commençaient à dire qu'en définitive, ce que je portais, l'ambition d'une croissance, la volonté d'intégrer dans le traité davantage que les seules disciplines et les sanctions, était en définitive un moyen plus efficace d'atteindre même l'objectif de maîtrise de la dette et de réduction des déficits. Au lendemain du premier tour, le résultat, le mien, y a aidé, celui du candidat sortant aussi, reconnaissons-le, à libérer d'autres paroles, et je ne m'en plains pas. Et aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État, de gouvernement attendent l'élection française pour aussi ouvrir un certain nombre de discussions. Non pas que je veuille imposer, mais quand le peuple français s'exprime, il peut être entendu, surtout s'il s'exprime sur une position juste, utile, que d'ailleurs bien des économistes aujourd'hui valident. Et beaucoup, compris même certains à la tête d'institutions financières, privées comme publiques, disent que sans la croissance, il n'y aura pas la possibilité pour l'Europe d'atteindre ses objectifs, de sortir de la crise de la zone euro. Et voilà que le président de la Banque centrale européenne, M. Draghi, vient lui-même, je n'essaye pas de récupérer son propos, je viens tout simplement le rappeler, de dire que le pacte budgétaire devait être complété par un pacte de croissance. Et il a ajouté même qu'il serait utile de revenir en arrière et de faire priorité de l'éducation, de la recherche, des grandes infrastructures. Le président de la Banque centrale européenne sera utile. Il l'est pour permettre de soutenir la croissance à travers une politique des taux d'intérêt. Mais qu'il puisse lui aussi ajouter une voix à d'autres confirme bien que l'annonce que j'avais faite, que l'engagement que j'avais pris va faire de l'élection française une élection aussi décisive en Europe. Au lendemain du scrutin, si donc j'en ai reçu mandat, j'adresserai un mémorandum à tous les chefs d'État et de gouvernement sur la renégociation du traité. Il comportera 4 points. D'abord, la création d'eurobonds, non pas pour mutualiser les dettes, mais pour financer des projets industriels d'infrastructures dont les États détermineront l'ampleur.
Le second point sera de libérer davantage de possibilités de financement de la Banque européenne d'investissement, de façon à ce qu'un certain nombre de grands dossiers qui sont déjà connus de cette banque puissent être immédiatement financés. Le troisième point sera la création d'une taxe sur les transactions financières avec les États qui en décideront et à un niveau qui permettra d'avoir une ressource supplémentaire pour l'Europe tout en assurant le financement d'un certain nombre de projets de développement. Enfin, le quatrième point, c'est de mobiliser tous les reliquats des fonds structurels européens aujourd'hui inutilisés pour permettre d'accompagner, là encore, un certain nombre de projets venant des États et qui auront des retombées sur les entreprises. À ce mémorandum s'ajoutera un dialogue nécessaire entre les chefs d'État et de gouvernement et la Banque centrale européenne pour que nous puissions parer à toute reprise de la spéculation et faire que l'économie réelle puisse être financée. Vous savez que le principal risque en ce moment, c'est que l'économie européenne reste dans une récession faute de pouvoir libérer des crédits pour les entreprises. Nous avons besoin donc d'un financement de l'économie qui permette la reprise de la croissance. C'est tout l'enjeu des mois qui suivront l'élection présidentielle. Mais avant, il y a le scrutin, et j'en terminerai par là. C'est un choix entre deux personnalités, vous les connaissez maintenant, et de quelquefois depuis longtemps. Choix entre deux conceptions de l'action publique, deux conceptions même de la République, deux projets. Mais il y a finalement un clivage qui s'ajoute à tous les autres. Le candidat sortant veut diviser, veut séparer, veut opposer. Dernier exemple, c'est ce qu'il a pu déclarer sur le vrai travail et l'initiative qu'il a cru utile de prendre le 1er mai. Il crée là encore polémique, discorde, surenchère. Je suis dans une autre démarche. Je suis socialiste, je suis de gauche, mais je veux rassembler les Français. Je veux les réconcilier. Je veux les réunir. Je veux les emmener vers ce qu'ils portent de meilleur dans leur histoire, mais dans leurs atouts d'aujourd'hui, dans leur force, et également dans leur avenir, c'est-à-dire la jeunesse. Voilà pourquoi j'ai confiance à la veille de ce scrutin et que c'est à partir de cette démarche-là, de mon projet, de ma cohérence, de ma constance, que je me présente devant les Français et devant vous à l'occasion de cette conférence de presse. Pardon d'avoir été aussi long, mais vous avez la parole. Routel Krief, puis après on va vous présenter. Routel Krief, BFM TV. Dans l'analyse que vous avez faite du scrutin du Front National, on connaît celle de votre concurrent, Nicolas Sarkozy. Il évoque notamment la peur de ceux qui ont voté, la peur de perdre leur mode de vie. Est-ce que cela vous choque ou est-ce qu'au contraire, vous considérez que c'est une raison légitime? Deuxième question, elle est plus économique. Est-ce que vous nous confirmez que vous demanderez un audit des finances publiques de la France? Et est-ce que le résultat de cet audit peut vous conduire à réévaluer votre programme? Enfin, Daniel Cohn-Bendit, qui vous soutient, dit « La victoire de la gauche, ce n'est pas l'entrée au paradis, c'est l'entrée dans l'enfer de la réalité ». Est-ce que vous êtes d'accord? Par quoi commencer? Par la première question. Comment interpréter le vote élevé pour le Front National? La peur y est pour beaucoup. La peur de perdre son propre emploi. La peur de perdre ses services publics. Lorsque on vit
dans un département rural, la peur de ne plus avoir de protection, y compris de l'Europe, de l'État, la peur de perdre son mode de vie, si c'est pour faire référence à des religions, et l'une d'entre elles, à l'immigration. Ça a toujours été une partie du discours de l'extrême droite, qui d'ailleurs, dans cette élection, a davantage insisté sur les considérations sociales, voire les colères, que la situation de crise pouvait provoquer. Mais, en définitive, nous avons des principes pour nous retrouver. Quels sont-ils? D'abord, la laïcité, qui doit être respectée pleinement, dans tout domaine, c'est-à-dire à la fois dans la liberté que chaque religion doit avoir, parce que ça fait partie de ce qu'est la loi de 1905, et en même temps de la protection de notre vie commune, fondée sur les mêmes règles et les mêmes principes. Et pour ce qui me concerne, je n'en dévierai pas, à tel point que j'ai indiqué que, dans le cadre d'une révision de la Constitution, les principes de la loi de 1905 seront rappelés, permettant à la jurisprudence de pouvoir pleinement respecter les grands principes de cette loi. Sur la seconde question, oui, je confirme, au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai à la Cour des comptes de nous faire un rapport bref, d'ailleurs, sur l'état réel des comptes publics, de ce qui a été promis dans la campagne par le candidat sortant et parfois dépensé. C'était son privilège, mais enfin, ça peut être finalement un héritage lourd, et de savoir exactement quelle est l'exécution de la loi de finances qui a été votée, modifiée pour 2012. En fonction des conclusions de la Cour des comptes, que j'attendrai pour la fin du mois de juin, il y aura un collectif budgétaire, ce qu'on appelle une loi de finances rectificative, sur les comptes 2012. Si nous sommes dans une situation plus difficile, j'en tiendrai nécessairement compte pour agir. J'ai respect pour la Cour des comptes, non pas simplement parce qu'elle est présidée par Didier Migaud, que je connais, mais parce que je suis moi-même un ancien magistrat de la Cour des comptes et que je sais la qualité de son travail. Dernière question sur le paradis, l'enfer. C'est affaire de foi. Il y a le purgatoire au milieu. Mais si je dis le purgatoire, vous allez penser que j'annonce la purge, donc je fais attention. Ce que je sais, c'est que l'état de grâce, qui peut être un moment de paradis, ne dure pas très longtemps, et qu'il vaut mieux l'utiliser pour de grandes réformes, et ne pas se tromper. Un quinquennat, finalement, se juge souvent à son début, et se sanctionne à la fin. C'est ce qui se produit pour Nicolas Sarkozy. Mais en même temps, je ne peux pas dire que ce sera l'enfer après, parce que ça voudrait dire que nous serions déjà dans le renoncement. Et donc nous devons nous dire que nous affronterons la réalité. Nous la connaissons, elle est rude, mais nous sommes capables de la surmonter. Monsieur, ici, oui. Bruno Dive, Journal Sud-Ouest. Le débat se pose à nouveau là avec acuité sur le vote des étrangers aux élections locales. Est-ce que vous maintenez cette proposition? Je crois que oui. Est-ce que vous en faites une priorité, parce que ce n'est pas apparemment l'avis de tout votre entourage? Est-ce que vous y ajouterez des concessions, enfin des conditions, pardon, à l'application de cette loi? Et puis j'aurais une autre question un peu plus anecdotique sur ce que vous avez dit à propos des conférences de presse. Nicolas Sarkozy avait dit il y a 5 ans à peu près la même chose que vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous dit que vous ne vous lasserez pas à votre tour de cet exercice? Je ne vous confierai peut-être pas la même chose que Nicolas Sarkozy quand il avait organisé cette rencontre. J'essaierai de faire la distinction entre la vie publique et la vie privée. Et si un journaliste peut être impertinent, je ne le blâmerai pas en public.
et je ne susciterai aucun rire de ses collègues, qui ne sont pas plus charitables que des socialistes. Parce que je considère que l'exercice, c'est celui aussi, non pas tant de l'impertinence, mais de la liberté. Alors, vous me rappellerez à ma promesse si, d'aventure, je l'oubliais en chemin. Ça se fera d'ailleurs, je me mets dans ce scénario, dans un lieu neutre. Vous ne serez pas obligé de venir à l'Élysée. Parce que je considère qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un domicile pour accueillir des journalistes. Sur, ensuite, le droit de vote des étrangers aux élections locales, convenez que c'est un sujet qui est posé depuis 30 ans, 1981, et qui a été tant de fois différé, après avoir été tant de fois proclamé. Que les avis ont pu être parfois contradictoires, parfois convergents. Nicolas Sarkozy, président de la République, en 2008, disait qu'il y était favorable au droit de vote des étrangers aux élections locales à titre intellectuel. Ce n'est pas exactement ce qu'il signifiait par intellectuel, mais sans doute à titre personnel. Mais il regrettait de ne pas avoir la majorité pour le voter, ce droit. Je l'ai inscrit parmi les 60 engagements. C'était vrai avant le premier tour, c'est encore vrai après. Je ne vais pas changer mes propositions en fonction d'un résultat d'élection de premier tour. Ensuite, comment ça s'appliquerait? D'abord, c'est le Parlement qui en décidera et qui aura à en délibérer. Ce n'est pas une priorité au sens de l'agenda. Vous savez que j'ai fait connaître, il y a déjà plusieurs semaines, ce que seraient mes premières décisions. Et donc, ce projet de loi ne viendra qu'en 2013. Ensuite, ce sera le Parlement qui s'en saisira et les conditions seront bien sûr très strictement posées. Présence sur le territoire un certain nombre d'années, au moins 5, et pas d'éligibilité pour des fonctions de maire ou d'adjoint. Exactement les mêmes règles que celles qui valent pour les étrangers communautaires. Voilà ma position, elle est connue. Et vous savez, à un moment, mieux vaut avoir de la constance que de la contradiction. Je sais que ce sujet ne crée pas l'adhésion de tous, je peux comprendre, d'où le débat parlementaire. Je comprends qu'il peut y avoir même des avis qui transgressent, dépassent les frontières politiques. Et donc, une majorité devra être trouvée. Michael Zamès, Public Sénat. Vous parliez dans votre propos liminaire de promesses non tenues à propos de Nicolas Sarkozy. Hier soir, sur une chaîne, vous avez dit que si vous étiez élu, les courbes du chômage s'inverseraient. Est-ce que vous accepterez, si vous êtes élu, d'être jugé sur cette promesse? Oui. Je dois dire qu'elle est moins audacieuse que celle qu'avait pu proclamer le candidat Nicolas Sarkozy en 2007. Puisqu'il avait dit que lui serait jugé sur le taux de chômage et qu'il considérerait que ce serait un échec de sa présidence s'il n'était pas à 5% de la population active. Vous lui poserez des questions par rapport à son propre bilan, il aura ses justifications. Mais je considère que le prochain quinquennat doit permettre d'inverser la courbe du chômage. D'abord par une croissance qui sera retrouvée, pas en 2012, déjà en 2013. Et si l'Europe et les États les plus dynamiques y contribuent, je pense que nous aurons un taux de croissance supérieur à 2% en 2014. Je rappelle que le monde n'est pas en récession. Le monde connaît une croissance élevée. Les pays émergents, mais pas seulement les pays émergents. Les États-Unis ont retrouvé une croissance de 2%. Donc, cet objectif-là est possible. Et si nous avons de la croissance, alors il y aura une réduction du nombre de chômeurs. Mais je ne vais pas attendre qu'il y ait simplement la reprise économique. Il y aura des mesures immédiates qui seront prises. Les emplois jeunes, que j'appelle emplois d'avenir, mais aussi le contrat de génération, qui permettra à des seniors de rester plus longtemps dans l'emploi et à des jeunes d'être embauchés avec un contrat à durée indéterminée. La formation professionnelle qui sera améliorée. Pôle emploi qui verra
ces moyens davantage tournés vers l'accompagnement, le suivi des demandeurs d'emploi, les régions qui seront mobilisées. Donc nous ferons un effort pour qu'il y ait plus de fluidité du marché du travail et donc une meilleure adéquation, comme l'on dit, entre ceux qui cherchent un emploi et ceux qui en proposent un. Je fais confiance aussi aux petites et moyennes entreprises. Ce sont elles qui créent l'emploi. Et donc, il y aura un certain nombre de soutiens qui leur seront apportés, aussi bien sur le plan fiscal que sur le plan de l'accès au crédit. Enfin, c'est dans le bâtiment que nous pouvons avoir immédiatement un effet de relance, sans qu'il y ait de conséquences pour notre commerce extérieur. Je doublerai immédiatement, je dis bien immédiatement, le plafond du livret A et du livret de développement durable. Ça générera de l'ordre de 15 à 20 milliards d'euros de dépôts supplémentaires. Ils seront affectés et au logement social et au financement des entreprises. J'aurai avec les professions du bâtiment, là encore, un contrat qui sera passé pour qu'aucune perte de temps ne soit consentie par rapport à ces objectifs de construction de logements. Vous avez vu que le nombre de logements lancés commence à diminuer. D'où ma proposition de mettre immédiatement, là encore, les terrains de l'État à la disposition des collectivités locales qui décideront de construire. Je modifierai également les règles pour que des terrains à bâtir puissent se libérer. Et donc, il y aura du côté du bâtiment une activité supplémentaire. Enfin, il y aura un plan d'isolation des logements, 1 million par an, qui créera beaucoup d'activités pour l'artisanat et les métiers du bâtiment. François Hollande ? Oui, Isabelle Thor. Vous ne serez visiblement pas prise au dépourvu si vous êtes élu président de la République le soir de 6 mai. Il y a environ 3 semaines, à plusieurs journalistes, de nombreux journalistes, vous aviez dit que votre choix de Premier ministre, vous en auriez une idée beaucoup plus précise après analyse des résultats du premier tour. Il n'y a pas que la presse qui a envie de savoir qui vous désignerait comme chef de la majorité, il y a aussi des Français. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez en savoir un peu plus, surtout au regard du score de Jean-Luc Mélenchon, si important soit-il, moins haut que prévu? Je ne sais pas si j'ai été très claire. Si, vous l'avez été. Je peux même traduire la question pour ceux qui ne l'auraient pas comprise, mais elle me paraît bien exprimée. J'attendrai donc la fin du scrutin pour vous dire quel Premier ministre j'aurais choisi si les Français, bien sûr, m'ont donné la majorité. Le premier tour donne une indication d'un rassemblement de la gauche qu'il convient de construire. Vous avez raison d'insister sur le bon niveau de Jean-Luc Mélenchon et sur, d'une manière générale, le haut niveau des candidats de gauche quand on agrège tous leurs résultats, 44%. Ensuite, il y a un second tour. Je dois rassembler la gauche, mais rassembler au-delà. Et faire en sorte qu'il y ait des Français qui, par définition, n'auront pas voté pour moi au premier tour, qui le fassent au second. Et qui le fassent avec un esprit de contribution à l'élan nécessaire, à l'effort à engager, à la justice à promouvoir, à l'exemplarité, à la moralisation. Nous verrons bien quelle sera l'ampleur de cette majorité. Et c'est en fonction de ces conditions-là, de ces paramètres-là, que j'annoncerai le nom du Premier ministre. Je vais ajouter un autre argument. Je considère que l'élection présidentielle, c'est une élection sur un candidat ou une candidate qui se présente au suffrage. Ce n'est pas un ticket. Il n'y a pas 2 personnes qui sont candidates en même temps. Ce qui d'ailleurs permet de donner de la liberté au président élu et aussi de rappeler que le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale. Et là aussi, choix d'un Premier ministre supposera qu'il soit ou qu'elle soit capable de réunir une majorité parlementaire dans le cadre des élections législatives. Gérard Leclerc, LCP. Les choses ne sont pas très claires sur le SMIC. Vous avez évoqué un coup de pouce. Alors, y aura-t-il effectivement un coup de pouce au 1er juillet? Qui le décidera? Est-ce que ce sera vous? Est-ce que ce seront les partenaires sociaux? Et est-ce que ça ne pose pas des problèmes au niveau du coût du travail, des charges des entreprises? J'ai indiqué la méthode. Au lendemain de l'élection présidentielle, le gouvernement réunira une conférence sociale.
Et dans cet agenda proposé à l'ensemble des partenaires sociaux, patronat, syndicats, car je respecte les corps intermédiaires. Je ne dénonce aucune organisation. Il ne vous a pas échappé, je fais cette digression, pardon, que la présidente du MEDEF n'avait pas eu que des mots aimables à mon endroit. Elle en avait même eu d'excellents à l'égard du candidat sortant, pensant même qu'il avait fait un boulot, je cite sa phrase, extraordinaire. Mais je ne vais pas la blâmer, je ne vais pas la clouer au pilori, je ne vais pas l'accuser de complicité, je ne vais pas dire qu'elle siège dans un bureau politique. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle l'a fait au nom des entreprises qu'elle représente, j'imagine. Même si elle a pu avoir aussi une considération personnelle. Et alors? Président de la République, je respecterai toutes les organisations. Nous avons besoin de représentatives. Ça vaut pour le patronat, qui devra faire la démonstration de la représentativité aussi. Ça vaut pour les syndicats. Donc je réunirai la conférence sociale, c'est le gouvernement qui le fera, et sera évoqué dans cet ordre du jour le coup de pouce au SMIC. Il y aura donc un coup de pouce. De quelle ampleur? Ça fait 4 ans qu'il n'en a pas eu. Vous avez raison, ça dépendra beaucoup de la situation économique. N'allons pas mettre en cause les équilibres de petites et moyennes entreprises. Ou alors il faudrait leur ajouter des exonérations et des soutiens supplémentaires. Nous n'en avons pas les moyens. Mais il y aura un coup de pouce dont le gouvernement, après consultation, fixera le niveau. Mais pour éviter qu'il y ait cette discussion rituelle chaque année, j'ai proposé un mécanisme nouveau. C'est-à-dire que le SMIC sera non seulement indexé par rapport au prix, ce qui est le cas aujourd'hui, chaque fois que les prix augmentent de 2%, le SMIC est réajusté automatiquement, ce qui d'ailleurs peut créer un effet retard, mais non seulement le SMIC sera indexé au prix, mais à une part de la croissance. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura une croissance supplémentaire, une part sera donc considérée comme un coup de mousse pour le SMIC. Monsieur Hollande. Oui, Yael Gauze. Yael Gauze d'RTL. Deux questions sur votre campagne. La première, vous avez dit dimanche soir à Tulle que vous vouliez parler, entendre les électeurs du Front National. Vous êtes allé dans l'Aisne hier, à Hirson, département qui a voté très fort pour le Front National. Et dès aujourd'hui, vous préférez réunir une conférence de presse quasi élyséenne, ici à Paris. Est-ce que c'est le meilleur moyen de leur parler? Première question. Et toujours en rapport avec la poussée du Front National, puisqu'on vous adressez ici aux journalistes, à la presse, vous avez vu ce matin 2 unes de journaux, Libération, l'Humanité. Est-ce que vous approuvez le parallèle qui est fait entre Nicolas Sarkozy et Pétain? D'abord, m'adressant à vous, je m'adresse à tous les Français. Vous êtes d'une certaine façon, non pas leur porte-parole, vous êtes des citoyens dans des organes de presse, avec vos propres responsabilités, mais vous êtes des médiateurs. Et ce que je dis, vous allez, avec vos commentaires, le transcrire, le transmettre, le diffuser. Je suis allé dans l'Aisne hier et je rencontrais des électeurs du Front National. Ce n'est pas écrit sur leur figure. Ils ne le disent pas toujours. J'ai rencontré des ouvriers. Ils m'ont fait bon accueil. Je ne savais pas ce qu'ils avaient pu voter. Et ils ne me l'ont pas dit. Le rôle d'un responsable politique, c'est de regarder les visages pour voir s'ils ont une apparence Front National, mais c'est d'essayer d'entendre des électeurs qui m'ont dit depuis des mois, parfois leur découragement, leur doute à l'égard de la politique, et qui ont pu parfois aller jusqu'à ce vote-là, qui n'est pas nouveau. Et j'aurais encore à me déplacer, mais je dois leur parler à travers vous. Je ne peux pas les rencontrer individuellement. Je ne veux pas non plus aller voir les dirigeants de ce parti. Vous l'imaginez bien. Et en même temps, j'aurai toujours à dénoncer ce qu'est cette entreprise venant du Front National, d'utiliser le malheur des uns pour faire, en définitive, la satisfaction de ceux qui les utilisent et parfois les instrumentalisent. Alors ensuite, moi je ne juge pas la presse. Vous me dites qu'il y a eu des unes. Est-ce que je vais commenter toutes les unes qu'il y a eu sur moi?
Je n'accablerai pas un organe de presse, parce que cet organe de presse est libre, et il peut en faire autant qu'il en voudra, et dans tous les sens. Mais je ne vais pas me permettre de dénoncer un journal. S'il y a des actions, ça peut se faire par les politiques eux-mêmes qui sont concernés. Mais ne comptez pas sur moi pour faire un procès à la presse. La presse peut faire des procès à d'autres, y compris à moi-même. Je n'ai pas été toujours bien traité, je ne suis pas d'ailleurs, à la lecture des journaux, je ne suis pas toujours convaincu, mais je ne vous fixe pas les uns par rapport aux autres. C'est votre liberté. Donc je trouve que là, faire ce type de polémique n'est pas utile. Oui, bonjour. Mathieu Jolivet de BFM Business. Est-ce que la sortie de Mario Draghi ce matin, qui donc veut revenir en arrière et faire un pacte de croissance, marque la fin de la nouvelle doctrine de discipline budgétaire qui a été adoptée il y a à peine 5 mois à Bruxelles? Et comment allez-vous faire si jamais vous êtes élu le 6 mai, au lendemain du 6 mai, pour gérer votre relation avec l'Allemagne, avec Angela Merkel? Est-ce que vous ne craignez pas qu'un clash avec l'Allemagne effraie les marchés rapidement? Et deuxième question, il y a eu un rapport d'Eurostat hier qui nous dit que sur les 10 dernières années, le coût du travail en France a augmenté 2 fois plus qu'en Allemagne. Le coût horaire en France est à 34,20 € contre 30,10 € en Allemagne. Si vous êtes élu le 6 mai, envisagez-vous d'une manière ou d'une autre de faire baisser ce coût du travail, donc en transférant une partie des charges qui pèsent sur les entreprises? Merci. Première question, sur la position du président de la Banque centrale européenne. Elle va plutôt dans le sens que j'ai indiqué. Je ne veux pas tirer ses propos, parce qu'il ne met pas forcément la même chose que moi dans les mesures qui pourraient soutenir la croissance. Mais il indique que nous ne pouvons pas en rester aux simples disciplines, aux simples sanctions. Et il ajoute un pacte de croissance au pacte budgétaire. Écoutez, franchement, c'est ce que je ne cesse de proclamer, et je suis allé même en Allemagne, au congrès du SPD, pour annoncer un pacte de responsabilité, de croissance et de solidarité. Nous y sommes presque. Les idées cheminent. Et le vote des Français y est sans doute pour beaucoup. Deuxième considération, est-ce que ce vote des Français de premier tour inquiète les marchés? Certains l'avaient espéré, l'avaient même annoncé, anticipé. Spéculation venait. Ça pourra peut-être donner des idées aux Français s'ils se prennent à voter pour le candidat de la gauche. Les marchés sont, sur un certain nombre de pays, rudes. Je pense à l'Espagne, à l'Italie. Mais je n'ai pas, pour l'instant, eu communication d'informations mettant notre pays en danger. Et pourtant, l'alternance se dessine. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même sur ce terrain-là, la crédibilité est très importante. Et que j'ai dit suffisamment ce que j'aurais à faire pour la responsabilité budgétaire pour que nul ne puisse voir dans mes engagements une remise en cause de la maîtrise de la dette. Mais j'ai annoncé aussi que la croissance en serait la condition. Et je continuerai de le dire. Est-ce que ça peut créer un clash? C'est votre mot. Écoutez, moi, je ne pense pas que ce soit la bonne attitude. Nous ne sommes pas là pour créer des conflits. Mais nous ne sommes pas là pour dissimuler non plus des interprétations différentes ou des positions dissemblables. Donc j'aurai, si les Français m'en donnent la capacité, par le suffrage, à ouvrir cette discussion ferme et amicale avec Mme Merkel. Sur le coût du travail. Vous avez dit que le coût du travail s'est alourdi en France depuis 10 ans. Mais qui est donc au pouvoir depuis 10 ans? On va nous dire, mais c'est à cause de François Mitterrand en 1980? À cause du programme du Conseil national de la résistance de 1945? Du Front populaire? Donc, depuis 10 ans, il y a eu des prélèvements qui se sont alourdis sur les entreprises. Et il y a eu une dégradation de la compétitivité, la meilleure preuve. 70 milliards de déficit de la balance commerciale, c'est historique, c'est un record. Alors est-ce qu'il conviendra, au lendemain de l'élection présidentielle, de changer le mode de financement de la protection sociale? Oui, et ce sera un élément de la discussion avec les partenaires sociaux. Mais je n'accepterai pas la TVA.
La TVA qui a été votée et qui s'appliquerait en cas de réélection du candidat sortant à l'automne serait un prélèvement supplémentaire sur les Français de l'ordre de 12 à 13 milliards. 12 à 13 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires dès l'automne. Les mesures fiscales que j'ai annoncées pour redresser les comptes publics sur les seuls ménages et pour les plus hauts revenus et pour les patrimoines les plus importants, c'est 15 milliards d'euros. Donc il y a bien un choix sur une politique fiscale. Qui va payer? Est-ce que ce sont les consommateurs? C'est la politique du candidat sortant. Et donc les classes moyennes et les catégories populaires. Ou est-ce que ce sont les plus hauts revenus et les plus importants patrimoines? C'est la position que je prends. Mais je ne ferai pas une réforme des prélèvements sur le travail en prenant sur les consommateurs. Ça sera à travers l'utilisation de nombreux instruments, à la fois sur les émissions de CO2, sur le capital et sur un certain nombre de prélèvements d'État. Monsieur Hollande. Oui, là, il y a deux questions. Alors, je vais être plus bref dans mes réponses. Allez-y. Jean-Philippe Chalère, Télévision Suisse. Alors, apparemment, les agents immobiliers suisses sont très sollicités ces derniers jours. Est-ce que vous craignez un exode fiscal des très riches? Et si les exilés fiscaux se multiplient, qu'allez-vous demander à la Suisse par rapport à la convention fiscale? Est-ce que vous allez demander de la renégocier pour pouvoir taxer justement les exilés fiscaux en Suisse? Vous avez vu que mon concurrent est prêt à tout. C'est pour ça qu'ils partent. J'imagine. Mais il y a aussi, je vais le rappeler ici, une forme de patriotisme à avoir dans son propre pays. On ne peut pas appeler au redressement, à l'effort, au sacrifice. Et puis, lorsqu'il y a une contribution qui est demandée, d'aller s'installer dans un pays proche, ami, agréable, mais qui, finalement, permet d'échapper à l'impôt. Il y aura donc une discussion avec nos amis suisses, mais surtout, moi, je veux parler à ces contribuables en leur disant qu'il n'y a pas de spoliation à craindre, mais il y a un effort de justice à engager. J'ai vu qu'il y avait aussi des consultations qui se faisaient chez les notaires. Donc je vais faire une consultation gratuite à l'endroit de ceux qui se posent la question sur les donations, sur les successions. Les donations seront toujours possibles dans notre pays après l'élection présidentielle. Elles pourront se faire jusqu'à 100 000 € par part, par enfant. C'est vous dire que des patrimoines importants n'ont rien à craindre. Et donc, il n'y a pas lieu, là aussi, de créer je ne sais quel affolement. Mais par ailleurs, les très grosses successions, et c'est là aussi légitime, auront à faire un effort supplémentaire. De la même manière, je l'ai indiqué, je reviendrai sur l'allègement de l'impôt sur la fortune, qui représente une perte de recettes d'1,7 milliard par an, ou 1,9 milliard, ça dépend des estimations. C'est-à-dire, sur 5 ans, 7,5 milliards. Quand vous regardez ce que j'ai proposé pour les postes dans l'éducation nationale, c'est cumuler à peu près la même somme. Qu'est-ce que nous voulons comme société? Une société qui protège les plus fortunés ou une société qui protège les enfants de la République et leur permette de réussir leur vie? J'ai choisi. Et eux, ils ne partent pas en exil. Monsieur Hollande. Oui, alors il y avait monsieur et après vous. John Litchfield, The Independent. Sur le pacte fiscal, vous avez parlé parfois de renégociation, aussi d'ajouter quelque chose, peut-être un protocole à l'accord existant. Il y a 3 pays, je pense, qui ont déjà ratifié l'accord. Il y a un autre pays, l'Irlande, qui va avoir un référendum 3 semaines, je pense, après le 2e tour d'élection en France. Les Allemands parlent du fait que c'est impossible de négocier. Est-ce que vous pouvez accepter l'idée que l'accord existant peut rester, mais vous pouvez renégocier ou négocier un autre accord pour complémenter ou compléter cet accord? C'est-à-dire ne pas réouvrir l'accord qui existe, mais négocier un deuxième accord. Est-ce que ça peut répondre à vos anxiétés, vos problèmes? Mes anxiétés, non, mais mes problèmes.
mes solutions. 3 pays s'apprêtent à ratifier 2 l'ont fait, le dernier en date étant le Portugal. L'Irlande va le faire avec un référendum dont nous ne connaissons pas le résultat. Et vous savez que parfois l'Irlande a été capable de dire non. Donc il y aura de toute manière une renégociation. Ensuite, est-ce que le traité sera modifié? Je le souhaite. Ou un autre traité sera organisé? Ça fait partie de la négociation. Mais le traité en l'état ne sera pas ratifié par la France. Alors, oui, la Voix du Nord. Hervé Favre, la Voix du Nord. Ma question est brève. Vous devez rassembler d'abord la gauche pour le 6 mai. Est-ce qu'on vous verra d'ici la fin de la campagne sur une même estrade avec des responsables des autres partis de gauche? Ceux qui le souhaiteront seront les bienvenus, mais je ne veux forcer personne. Je suis pour le rassemblement. J'ai entendu ce qui a été dit dès dimanche soir par Jean-Luc Mélenchon, sans négociation, sans discussion, sans bargouiner ou poser de je ne sais quelles conditions. Il l'a fait et il l'a fait clairement. Voudra-t-il venir ou pas venir? C'est sa liberté. Je crois qu'il est plutôt sur l'idée, si j'ai bien suivi, de faire lui-même une déclaration dans le cadre d'un grand rassemblement qu'il organiserait place Stalingrad. La candidate écologiste, Eva Joly, a dit, elle aussi, dès dimanche soir, qu'elle soutenait ma candidature. Et si elle veut venir à un rassemblement, il n'y a, bien sûr, de ma part, aucune opposition, ou bien au contraire, pour la recevoir. Alors là, je vois beaucoup de mains, donc on va essayer de... Apolline de Malherbe pour BFM TV. Vous avez tout à l'heure évoqué la Cour des comptes et votre respect pour Didier Migaud, son président. C'est Nicolas Sarkozy qui a choisi de le nommer, de donner donc la présidence de la Cour des comptes à un membre de l'opposition. Est-ce que vous-même, vous allez continuer ce geste? Est-ce que donc, malgré tout votre respect pour Didier Migaud, vous allez changer le président de la Cour des comptes? Est-ce que être dans le rassemblement et donc non pas une France contre une autre, c'est aussi faire ce genre de pont? Est-ce que vous allez le faire et quand? Alors, je vais rappeler les règles qui président aux nominations dans cette grande institution, dont je vous ai dit que j'en avais été autrefois un membre. Le premier président de la Cour des comptes est effectivement nommé par le président de la République et il reste premier président de la Cour des comptes jusqu'à son départ à la retraite, sauf démission où, hélas, c'est arrivé pour Philippe Séguin, décès. Donc, je ne sais pas si j'aurai à nommer un jour un premier président de la Cour des comptes. Ce que je sais, c'est que je nommerai, si je suis dans ce cas de figure, un homme, une femme qui a toutes les compétences et qui n'est pas forcément un responsable politique. Alors, je crois qu'il y avait Frédéric Aziza, et puis ici, et puis après, on va prendre un peu plus loin. Oui, Frédéric Aziza, LCP et Radio J. Vous n'avez pas beaucoup parlé de politique étrangère depuis le début de la campagne. Est-ce que ça veut dire que c'est un dossier que vous maîtrisez mal ou qui vous est étranger, ou est-ce que c'est parce que, en cas d'élection le 6 mai, vous mèneriez une politique étrangère qui serait très voisine de celle conduite par Nicolas Sarkozy depuis 2007? Vous voyez, on donne la parole à Frédéric Aziza, on a tout de suite des questions agréables. Mais je suis comme vous. Je constate qu'il n'a pas été beaucoup question de politique étrangère dans cette campagne. J'ai moi-même fait un discours sur la politique de la défense qui prenait largement en compte la situation internationale, car il est difficile de dissocier politique étrangère et politique de défense. Il y a des points qui peuvent nous rassembler, et heureusement. Je n'ai formulé aucune critique, loin de là, sur ce qu'avait été la position de la France et ce qu'elle est encore sur la Syrie, sur l'Iran. J'ai été sévère sur ce qu'a été, notamment dans les premières années du quinquennat, l'attitude par rapport à Kadhafi, par rapport à Bachar el-Assad, reçu le 14 juillet. J'ai constaté l'échec de l'Union pour la Méditerranée. J'ai regretté qu'il y ait eu une décision précipitée, mal préparée pour la réintégration dans le commandement militaire de l'OTAN.
J'ai vu une contradiction de plus dans ce qu'avait annoncé Nicolas Sarkozy dans la campagne présidentielle de 2007, où il disait qu'il ne souhaitait pas prolonger à long terme la présence des troupes françaises en Afghanistan, et en 2008, il a envoyé des renforts. D'où ma position sur le retrait des troupes combattantes d'Afghanistan d'ici la fin de l'année 2012. Donc si ce sujet ne manquera pas d'être évoqué dans le débat de mercredi vient, n'ayez aucune inquiétude pour les positions que j'aurai à prendre ou la situation qui serait la mienne. Je n'aurai pas besoin d'ailleurs d'apprendre au lendemain de l'élection présidentielle, de faire une expérience, de me tromper. Je préférerais plutôt faire les choix judicieux dès le départ. Et c'est pourquoi je prépare avec beaucoup de méticulosité, même si je ne suis sûr de rien, la rencontre de Chicago, qui sera importante à la fin du mois de mai, qui sera le sommet de l'OTAN, où seront traitées des questions sur l'Afghanistan et le bouclier antimissile. Monsieur, et puis ici après. Et puis après, qui a le micro? C'est Europe 1 qui a le micro. Donc, voilà, exactement, Anissa Jabri à Europe 1. François Bayrou vient de dire dans un entretien à l'AFP qu'il considérait que Nicolas Sarkozy valide le discours du FN. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Ensuite, est-ce que vous dites que cette déclaration, c'est une sorte de premier pas dans votre direction? Et puis, dernière question, est-ce que vous avez reçu sa lettre? Alors, je n'ai pas encore reçu sa lettre, et je ne veux pas incriminer le service public postal, pour lequel j'ai grand respect. Donc c'est de ma faute si il l'a adressé et que je ne l'ai pas encore lu, mais je vous le dirai dès que j'en accuserai réception. Deuxièmement, je prends justement connaissance de cette déclaration. Je n'en connais pas les considérants, mais enfin je les imagine. J'aurais pu dire la même chose, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a comme une course qui, depuis dimanche soir, est celle du candidat sortant, pour rattraper, il dit les électeurs, mais aussi les thèses, les mots, les phrases. Et donc je regrette cette attitude. Je ne sais pas si elle sera payée de retour, mais si elle l'était, elle serait payée cher, en définitive. Un succès sur ses bases, sur ses thèses, sur ses confusions, ferait quelle présidence de la République pour 5 ans? De brutalité, de division, parfois même d'outrance, et de confusion, à tel point qu'il est parfois demandé s'il y aura même des alliances. Je note que le candidat sortant s'y est refusé et qu'il a dit que sur ce point-là, il ne pratiquait pas l'ouverture. Mais je reviens à François Bayrou. Il dit des mots justes concernant Nicolas Sarkozy, mais il en dira peut-être d'autres à mon égard. Donc je ne veux surtout pas donner l'impression de tirer un propos pour un compte personnel. Il aura à dire ce qu'il pense le moment venu et ce qu'est l'intérêt de notre pays. Je n'ai pas plus à en dire, c'est à lui de donner son choix lorsqu'il le jugera utile. Alors, j'avais promis, je n'ai pas les micros, là, je ne suis plus libre, hein, il m'échappe. Quentin Canette pour Medial Magazine sur France 5. 2 questions. Premièrement, on a l'UMP qui brandit les unes de Libé aujourd'hui. Est-ce qu'en faisant cette conférence de presse, c'est une façon de dire que vous cajolez la presse? Et deuxièmement, concernant le débat dont on a beaucoup parlé, est-ce que vous le redoutez et comment vous vous y préparez? Bon, j'avais décidé de cette conférence de presse avant qu'il y ait je ne sais quelle polémique, une de plus, par rapport à une une. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'avais voulu faire des polémiques sur toutes les unes du Figaro, je sais la qualité des journalistes qui sont ici, et je ne veux surtout pas les mettre en cause ou en difficulté, mais je n'aurais cessé toutes mes soirées de faire des meetings sur les unes du Figaro, alors qu'elles ont fait mes joies. Vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir que c'est le matin de savoir ce que vont être les arguments de notre adversaire, d'anticiper déjà. Et puis même, je pourrais moi-même, je m'étonne que son directeur ne me téléphone pas pour que je lui suggère. Je me demande même si si les Français ont décidé, François Hollande, élu président de la République, embarras au Parti socialiste. Donc,
c'est la presse et c'est bien qu'il en soit ainsi. Et le pluralisme est utile et chacun doit le prendre de la meilleure des façons, même si ça ne fait pas toujours plaisir. Pour le débat, écoutez, moi je savais qu'il y aurait un débat, qu'il n'y en aurait pas plus, parce que c'était la règle jusque-là, et ça sera la règle encore après. Un grand débat qui dure le temps nécessaire, et je n'ai pas compris pourquoi il en fallait 2 avant le premier tour et 3 après le premier tour. Comme j'ai dit, combien après le second? Donc ça n'a pas de sens. Je souhaite qu'il y ait un débat qui puisse permettre d'aborder tous les sujets et qui fasse que rien ne soit dissimulé, caché ou méconnu pour les Français. Comment je m'y prépare? En lisant ce que dit le candidat sortant, en préparant ce que j'ai moi-même voulu comme engagement auprès des Français et en souhaitant que le débat soit de qualité. Je ne souhaite pas. Il y aura forcément des échanges et les Français les attendent, animés, rugueux. Mais je souhaite que ce soit du bon niveau, à la hauteur souhaitée, parce qu'il s'agit de choisir le prochain président. Et je vais vous donner l'information, ça sera l'un des 2. Alors, moi, je n'ai plus de micro, donc je vous... Voilà, il y a monsieur... Oui, et après... Vous avez le micro, vous avez gagné. François Hollande, Ulysse Gosset de BFM TV. Je voudrais revenir sur l'Afghanistan parce qu'effectivement, c'est une question importante et sur l'OTAN. On connaît votre position de principe sur l'Afghanistan. Vous avez décidé donc de faire partir les troupes plus tôt que prévu, entre guillemets, et ça met en question la crédibilité de la France quant à ses engagements, d'une part, et d'autre part, la plupart des experts, et les plus sérieux, et notamment à l'état-major du ministère de la Défense, affirment que le retrait est techniquement impossible avant la fin de l'année 2012. Est-ce que vous pensez, et comment allez-vous faire pour retirer les troupes si vous étiez élu? Est-ce que vous pensez que c'est néanmoins possible de faire revenir à la maison tous les soldats qui sont en poste là-bas? Comment allez-vous faire? Et sur le fond, tous ces soldats qui sont morts, finalement, sont-ils morts pour rien, comme le disent certains, en Afghanistan, en reprochant finalement l'intervention en elle-même? Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il fallait aller en Afghanistan? Et pourquoi en repartir si vite en ayant l'impression, en donnant l'impression, lorsqu'on répond aux accusations qui vous sont faites, qu'il s'agit non pas d'un départ, mais d'une retraite, entre guillemets? Et puis sur l'OTAN, qu'est-ce que vous voulez sur l'OTAN? Vous voulez rester dans l'OTAN? Vous voulez quitter le commandement intégré? Quelle est votre position? Est-ce que vous pourriez clarifier, s'il vous plaît? Merci. Nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir, notamment dans le débat. Mais je veux y venir tout de suite. D'abord, j'ai approuvé l'intervention de la France en Afghanistan à la suite des attentats terroristes qui s'étaient produits le 11 septembre à New York. C'était Lionel Jospin qui était Premier ministre, Jacques Chirac président. L'objet de la mission, c'était de frapper les talibans qui avaient accueilli Ben Laden et de retrouver Ben Laden. Personne n'imaginait que la mission durerait plus de quelques années. Ça fait donc maintenant 11 ans. Et il y a eu un changement dans le contenu même de la mission en 2008. Ce qui devait être une opération pour aller chasser Ben Laden, pour aller conforter un nouveau régime, est devenu une force d'occupation et de confrontation avec les talibans. Alors même que des discussions sont engagées entre le gouvernement de Karzai et les talibans. Donc, envoyer des troupes en 2008 comme ça a été fait, en contradiction d'ailleurs avec des engagements de campagne, m'a paru regrettable. Et vous dites crédibilité par rapport aux alliés. Mais quand il y a eu, hélas, 5 nouveaux morts en Afghanistan, le président de la République a décidé d'accélérer, d'anticiper. Et j'ai considéré, moi, depuis longtemps, qu'il y avait un retrait à organiser. Ce retrait se fera pour les unités combattantes à la fin de 2012. Il commencera au début de mon mandat et à la fin de 2012,
les unités combattantes seront rentrées. Il restera sûrement du matériel, c'est ce que disent les spécialistes. Nous verrons bien comment le retirer progressivement. Il s'agira de trouver des ports, ce n'est pas si simple. Bref, ces aspects de logistique seront traités. Mais l'engagement, le processus sera décidé, initié dès le lendemain de l'élection présidentielle. Je pense aussi, et vous avez eu raison de le rappeler, aux soldats qui sont morts, à beaucoup qui ont été blessés, à leurs familles. Ces soldats méritent notre hommage, celui de la nation. Ils ont servi la cause de la démocratie et de la paix. Et ce n'est pas parce que les troupes se retireront. Si je suis élu fin 2012, si c'est le candidat sortant qui est réélu fin 2013, que pour autant ces soldats n'auront pas pleinement été au service de leur pays et de la cause qu'ils servaient. Alors, je ne sais pas qui a le micro maintenant. C'est mon mérite de voilà. télé. 2 questions. Je suis là. Oui, je vous vois. Voilà. Je vous connais. Vous expliquez vouloir vous adresser aux électeurs de Marine Le Pen et dans le même temps, Benoît Hamon estime que ces électeurs sont en grande partie xénophobes. Est-ce que vous cautionnez ces propos? Et puis une autre question aussi. À force de vouloir s'adresser à ces électeurs, que ce soit vous ou Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que d'autres électeurs finissent par se détourner du second tour de cette élection? D'abord, je m'adresse à tous les électeurs, et d'abord à ceux qui ont voté pour les candidats de gauche, qui doivent se retrouver derrière ma candidature. Et j'ai apporté les messages qui ont été aussi les leurs. Je dois m'adresser à d'autres électeurs, ceux qui s'interrogent sur le choix qu'ils ont à faire pour le second tour. On a parlé des électeurs de François Bayrou, attachés à la moralisation politique, à la lutte contre la corruption, à l'exemplarité de l'État. Bref, chacun sait les thèses qu'il a portées. Il n'était pas le seul, aussi à la dette. Mais il y a les électeurs du Front National. Pour un certain nombre, nous connaissons leurs déterminants. Et si le candidat sortant en fait autant sur l'immigration, c'est qu'il sait que ça peut être un facteur qui peut éventuellement lui être bénéfique s'il utilise les mots, les phrases, les thèses. Moi, je ne me place pas sur ce terrain-là. Sur l'immigration, j'ai dit ce que j'avais à dire et sur le respect de la loi et sur les règles qu'il convenait de poser. Mais je m'adresse aux électeurs qui ont pu faire le choix du Front National alors qu'aucun de leurs intérêts ne les conduit à ce vote et qu'ils l'ont fait par colère, par exaspération, par frustration, souvent des ouvriers, des employés. Quand on voit le niveau de qualification aussi des personnes qui n'ont pas reçu autant qu'ils auraient espéré de l'éducation nationale et qui se trouvent aussi au chômage. Quand vous regardez les cartes électorales tout à fait intéressantes entre le vote Front National et le vote et l'ampleur du chômage, vous avez parfois coïncidence. Et donc je dois m'adresser à ces électeurs-là. Et je ne dois pas les laisser de côté. Alors, ici, c'est le micro qui décide. Hein, okay. Allô, bonjour Monsieur Hollande, c'est Stefano Montefiori du Corriere della Sera. Vous parliez tout à l'heure de vos idées qui commencent à marcher en Europe. Récemment, en Italie, à part la gauche qui évidemment vous soutient, c'est aussi l'ancien Premier ministre, l'ancien président du Conseil Silvio Berlusconi qui a parlé de vous comme d'un possible nouveau vent en Europe, et aussi l'ancien ministre de l'économie Tremonti qui a exprimé son soutien et qui dit qu'il est favorable à votre élection. Vous êtes surpris par le soutien de l'ancien gouvernement italien de droite, de centre-droite? Comment prendre cette question? Qu'il y ait peut-être du ressentiment chez l'un d'entre deux, c'est possible. Pas à mon égard, mais à l'égard du candidat sortant. Je ne suis pas sûr que le souvenir de Cannes, je parle là non pas du festival, mais de ce qui s'était passé au G20, doit être encore présent dans la mémoire de l'ancien chef du gouvernement. C'est possible. Mais au-delà de ces rancœurs ou rancunes, je pense qu'il y a une prise de conscience qui va bien au-delà de la gauche européenne et qui peut même concerner des conservateurs qui se disent « ce n'est pas possible de continuer dans cette direction. Sinon,
ce sont les populistes qui vont emporter la mise. Nous avons parlé, c'était tout à fait normal, de l'extrême droite en France, de son résultat au premier tour. Mais nous aurions pu parler des populistes en Europe, de ce qu'ils sont en Europe du Nord, de ce qui se passe aux Pays-Bas, de cette surenchère que l'on peut trouver aussi en Belgique. Donc nous savons qu'il y a ce risque dans l'Europe du Sud, parce qu'elle se sent abandonnée. Nous allons voir les élections en Grèce. Dans l'Europe du Nord, parce qu'elle ne veut plus payer pour l'Europe du Sud. Et c'est cette Europe-là que nous voulons laisser à nos enfants. Une Europe, là encore, de la division. Nous avions connu le clivage entre l'Est et l'Ouest. Et maintenant, s'introduirait un clivage entre le Nord et le Sud, entre les pays prospères et les autres qui seraient tellement endettés que personne ne voudrait les soutenir. Je m'y refuse. Donc nous avons le devoir d'une solidarité. Mais il ne s'agit pas, et moi je comprends parfaitement, la position allemande. Si nous disons aux Allemands, écoutez, l'Allemagne paiera pour nos découvertes, nos déficits et nos dettes, je comprends qu'il y ait des réticences. Elles ne seront pas simplement chez les conservateurs, elles seront aussi chez les sociodémocrates. Donc chacun a à faire des efforts. Mais l'Allemagne doit comprendre que c'est la croissance qui permettra de régler une grande partie des problèmes. Bonjour, Jean-Michel Lamy, Nouvel Économiste. Vous annoncez un acte de décentralisation. Alors, de quoi s'agit-il? Ne serait-il pas temps d'organiser enfin une vraie répartition des compétences et pas simplement le bon vouloir de chacun? Et puis, accessoirement, n'y a-t-il pas un peu trop d'élus locaux et ne faudrait-il pas les diminuer comme le prévoit une loi Sarkozy? S'il s'agit de réduire les élus locaux, nombre, nous n'aurons pas les économies substantielles. Et la réforme territoriale, sur ce plan-là, sera abrogée. Est-ce qu'en revanche, nous n'avons pas à clarifier les compétences, les financements, les instruments fiscaux? Oui. Est-ce que l'État doit garder aujourd'hui des compétences qu'il exerce mal? Non. Il doit les transférer et faire en sorte que les collectivités locales puissent avoir les moyens de leur politique. Nous avons donc préparé les textes qui permettront d'engager cette nouvelle étape de la décentralisation, cette dynamique des territoires, à l'automne prochain, après, bien sûr, une vaste concertation. Je crois en plus à la contractualisation entre l'État et les collectivités locales. Il y aura donc une conférence au lendemain de l'élection présidentielle entre l'État, les exécutifs locaux, pour justement fixer les objectifs que nous pouvons poursuivre en commun. Monsieur Hollande, Esther Lefebvre, LCI, pour vous différencier du président sortant, vous avez tout à l'heure prôné l'économie de parole au plus haut sommet de l'État. Vous voulez que je m'arrête donc? Est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est pas contradictoire avec la tenue d'une conférence de presse tous les 6 mois? Oh, écoutez, il y a eu plusieurs époques. Il y a eu une époque où les présidents parlaient peu et avaient réservé 2 temps, le 14 juillet et le 31 décembre. Et il en a fait reproche. Puis il y a eu un temps où le président parlait beaucoup, enfin l'actuel, et où il a fait repentance. Et il a dit qu'il avait trop parlé. Donc il faut savoir trouver le juste équilibre, la bonne maîtrise. Tous les 6 mois, rendre compte de l'action. Ça ne veut pas dire, dans l'actualité, ne pas intervenir. Sûrement. Ça ne veut pas dire, s'il y a une circonstance qui l'exige, ne pas avoir aussi la parole qui convient. Puis il y a les réunions internationales. Mais il est très important qu'il puisse y avoir cette rencontre entre la presse et le président. C'était d'ailleurs une tradition sous la Ve République qui a été perdue, y compris au temps de François Mitterrand, qui avait commencé lui aussi à faire des conférences de presse et y avait renoncé. Mais lui, c'était peut-être parce qu'il voulait rompre avec le gaullisme, alors que moi, je veux presque renouer avec lui. Monsieur Moussanet du journal italien Il Sole 24 Ore, 2 questions. La première sur la BCE. Vous avez dit qu'il devra avoir un autre rôle à propos du soutien à la croissance. Ça veut dire qu'on peut imaginer même un changement du statut de la BCE sur l'exemple du modèle de la Fed américaine ou de la Banque d'Angleterre. Deuxième question sur les eurobonds. Vous avez parlé des eurobonds pour financer des projets d'infrastructure, mais pas pour mutualiser la dette. Alors, les eurobonds pour financer les projets d'infrastructure, ça existe, c'est déjà prévu, c'est les projets de bonds qu'on lancera en été. Les eurobonds, en effet, c'est la mutualisation de la dette. Alors, quand vous parlez d'eurobonds, vous dites quoi exactement? Merci.
Les eurobonds peuvent avoir cette double mission, rôle, financer la dette ou financer les projets. Je préfère que nous financions des projets pour la croissance. Si je veux relancer la croissance, mieux vaut que ce soit sur des grandes infrastructures, sur les énergies renouvelables, sur les nouvelles technologies, sur l'enseignement supérieur. Ça n'empêche pas que nous trouvions des instruments financiers, et de ce point de vue-là, le mécanisme européen de solidarité peut y contribuer, qui permettent d'appuyer les États lorsqu'ils sont en recherche de financement ou qu'ils sont soumis à une spéculation. Je souhaiterais d'ailleurs donner au mécanisme européen de stabilité un lien avec la Banque centrale européenne pour qu'il puisse avoir la puissance de feu nécessaire. Quant au statut de la Banque centrale européenne, moi j'ai toujours milité pour qu'il soit revu. Je sais les réticences allemandes, mais mieux vaudrait, sans avoir besoin de changer le statut, que la Banque centrale européenne puisse intervenir en premier et dernier ressort auprès des États. Alors Monsieur Hollande, oui, Freddy Moulongo pour Réveil FM International. Encore une question sur l'international. Irez-vous à Kinshasa, au sommet de la francophonie, qui se tiendra du 12 au 14 octobre 2012, si vous êtes élu? Mais il y a l'Union européenne qui vient de dire clairement que les élections qui s'est tenues en République démocratique du Congo ont été des élections frauduleuses. Il y a eu des fraudes massives. Ça, c'est la première question. La seconde, c'est quelle sera votre relation avec la France-Afrique et la France des frics et des mallettes dont on parle? Voilà. Une rupture est nécessaire par rapport à des pratiques qui ont desservi la France et l'Afrique, et par rapport à des usages qui n'ont rien d'acceptable ni de légaux. Il y a eu des relations dont nous voyons encore quelques soubresauts aujourd'hui dans un certain nombre d'instructions judiciaires. Je veillerai donc à ce que les relations entre la France et l'Afrique puissent être posées sur des principes. D'abord, celui d'une solidarité que nous avons, d'une politique que nous pouvons mener à la fois pour l'économie, mais aussi pour la langue. De ce point de vue-là, la francophonie est un élément très important d'une politique à l'égard de l'Afrique et d'une manière générale à l'égard de la culture française à l'étranger. Deuxièmement, sur les régimes eux-mêmes, les règles doivent être aussi celles de la démocratie. Et donc, je n'accepterai pas des élections qui auront été frauduleuses, où que ce soit. Alors ici. Monsieur Hollande, bonjour. Ihan Hu de China Business News Network TV. Une question sur l'actualité. Lors de sa tournée en Europe, le Premier ministre chinois Wen Jiabao a indiqué ce lundi en Allemagne que la Chine souhaite l'Union européenne ouvrir les exportations des technologies de pointe. Qu'en pensez-vous de cette proposition? Merci. Répétez ce qu'il a souhaité, ouvrir. Il a indiqué que la Chine souhaite l'Union européenne d'ouvrir les exportations des technologies de pointe à la Chine. Oui, de l'Europe vers la Chine. Oui. Qu'en pensez-vous de cette proposition? C'est une bonne proposition, il est bien temps. Donc vous pouvez ici dire à vos lecteurs ou à vos téléspectateurs que nous sommes pour des relations plus équilibrées entre l'Europe et la Chine, avec le principe de réciprocité. Et j'avais souhaité depuis longtemps que la Chine puisse ouvrir davantage ses marchés, et notamment ses marchés publics, ouvrir aussi la présence à des entreprises de haut niveau technologique sur son territoire. Et également, j'avais indiqué, et le candidat sortant en avait fait même un objectif pour le G20, qu'il serait souhaitable que nous ayons des relations monétaires qui soient différentes d'aujourd'hui et que le yuan puisse devenir rapidement une monnaie convertible. Quand on est un grand pays comme la Chine, grande puissance commerciale, grande nation économique, il est légitime d'avoir une monnaie qui puisse être convertible. Madame.
Oui, bonjour. Je me présente, en fait, je suis journaliste chinoise aussi pour le journal local Nouvelle d'Europe. Et première question, c'est si vous étiez le président de la République, est-ce que vous rencontrez Dalai Lama? Et la deuxième question, c'est je pense que vous revendiquez beaucoup la délocalisation. Et est-ce que dans ce cas-là, quelle est vos politiques précises sur les investissements étrangers? Merci beaucoup. C'est-à-dire les entreprises qui veulent installer en France et aussi l'exportation. Merci. Nous sommes ouverts aux investissements étrangers en France, mais là encore, principe de réciprocité. Nous voulons que les pays qui viennent investir chez nous puissent également accueillir nos propres investissements chez eux. Ça veut dire sans contraintes, sans règles, sans normes, sans difficulté pour le rapatriement des fonds, sans complications administratives. Et donc nous souhaitons qu'il y ait là un équilibre, une réciprocité. Sur la question du Dalai Lama et du Tibet, vous connaissez notre position depuis longtemps, mais d'abord, la première rencontre que j'aurais à faire, ce serait, dans l'hypothèse, là encore, d'un 6 mai victorieux, de rencontrer le président chinois. Oui, on va prendre encore quelques questions parce que... François Bouguingo de l'agence QMI du Québec, vous aurez ainsi fait le tour du monde. Oui, c'est bien. Nous connaissons Nicolas Sarkozy comme le plus américanophile des présidents français. Quelle est la relation que vous souhaitez entretenir avec notre continent, avec Washington notamment? Et puis à Ottawa, nous avons un gouvernement qui prône beaucoup plus d'interventionnisme, notamment dans le conflit syrien, et peut-être même frapper l'Iran advenant que ce pays cesse de collaborer avec l'AIEA. Quelle serait, votre position sur ces deux sujets? D'abord, avec l'ensemble du continent américain, nous avons des liens historiques et avec vous aussi linguistiques, économiques, culturels. La France, après le mois de mai, sera en confiance avec la direction actuelle des États-Unis, qui, sur un bon nombre de dossiers, a plutôt pris des positions qui nous paraissent utiles. De la même manière, je l'ai dit, même si nous pouvons avoir avec les États-Unis quelques différences d'approche sur l'OTAN et sur l'Afghanistan, nous avons conscience que nous sommes des alliés et donc des partenaires. Enfin, dans les positions que prend aujourd'hui Obama, il y a, sur le plan économique, beaucoup de similitudes, à la fois par rapport à l'emploi, par rapport à la réciprocité, et notamment dans la relation avec la Chine, et sur la question des sujets les plus brûlants de l'actualité. Vous évoquez l'Iran et le Proche-Orient. Nous devrons agir ensemble, France, Europe, États-Unis. Sur le Canada et la question du Québec, vous auriez pu m'en parler. Généralement, il y a toujours une incidente. Bon, vous connaissez notre position, elle n'en changera pas. Nous avons une amitié et un cousinage. Monsieur Hollande. Oui. Oui, presse grecque, Madame Feloucati. Alors, nous avons des élections le 6 mai en même temps que vous. J'ai compris, oui. Vous savez que les Grecs ont les yeux tournés en France. Si vous venez au pouvoir, quelle est votre solution pour aider à la crise grecque? Et deuxièmement, s'il y a un gouvernement introuvable en Grèce après cette élection, quel est votre avis? Bon, je ne peux pas préfigurer ce que sera le résultat de l'élection en Grèce, pas plus que ce que va être l'élection en France. Même si j'ai quelque influence sur les électeurs en France, j'en ai aucune sur les électeurs en Grèce. Je sais que la situation va être très difficile, compte tenu du mode de scrutin et de l'éclatement des partis, et du risque de ne pas avoir de coalition stable, ce qui serait un problème pour la Grèce et pour l'Europe. Donc nous devons tout faire au lendemain des élections, si je suis en mesure de le faire, pour convaincre les Grecs, après qu'ils aient voté, d'une stabilité, d'une cohérence, mais aussi de leur alléger le fardeau. Parce que ce n'est pas possible, d'où ma proposition, toujours, de mettre de la croissance. Par exemple, les fonds structurels. Les Grecs ne peuvent pas utiliser les fonds structurels parce qu'ils ne peuvent pas apporter le complément qui est exigé. Donc nous aurons à faire en sorte que la Grèce puisse retrouver un niveau de croissance. Aujourd'hui, elle vit une récession très grave. Et donc elle n'en peut plus. Et quels que soient les sacrifices, ils sont importants. Il n'y a pas les résultats en termes de réduction de déficit qui sont souhaités par la communauté internationale et par les États. Merci. Monsieur Hollande. Oui, presque grecque. Madame Feloucati. Alors, nous avons des élections le 6 mai en même temps que vous. internationale. Et
et par l'Europe. Donc c'est une spirale infernale. Donc nous serons là, je l'espère, après le 6 mai. Mesdames, Messieurs, je vois déjà des personnes se lever. J'aime pas que nous puissions nous dissiper, donc je prends la dernière question. S'il vous plaît, Les deux dernières questions. Merci. Et après, on clôt. Merci. Une Je question... demande aux autres un peu de patience. Merci. Nicolas Prissette, au Journal du Dimanche. Juste une question sur le traité que vous souhaitez renégocier ou amender, on verra, pour y ajouter un volet croissance. Est-ce que vous demandez, à l'occasion de cette renégociation, que la règle d'or soit supprimée du traité ou pas? Je ne suis pas pour une règle d'or constitutionnelle. Je l'ai dit depuis des mois. Donc, il n'y aura pas de modification de la Constitution en France sur cette question. En revanche, si je suis le prochain président et le Parlement en décidera, il y aura une loi organique qui permettra la programmation de nos finances publiques dans le cadre d'un retour à l'équilibre en 2017. Monsieur Hollande, Oui. Une question de très court terme. J'ai entendu qu'on vous avait posé des questions sur qui vous verriez à Matignon. J'avais une question à vous poser sur le soir du 6 mai. Où serez-vous le soir du 6 mai? Où ferez-vous votre première déclaration? On sait que parfois le premier jour d'un quinquennat peut avoir des conséquences peut-être sur la cote de popularité d'un président tout au long de ce quinquennat. Qu'allez-vous faire au soir du 6 mai, élu ou pas élu? Je vais vous faire donc cette révélation et cette information. Le soir du 6 mai, et quel que soit le sort qui me serait réservé, je serai à Tulle. Et il y a des établissements qui pourront me recevoir et qui seront sans danger, en tout cas quant à leur niveau de luxe et quant aux fréquentations qui pourraient être les miennes. Je vous souhaite donc un bon séjour à Tulle, car grâce à cette élection, je ne sais pas si j'aurais réussi tout, mais au moins permis au commerce tulliste d'avoir, pour ces 2 dimanches, un grand succès. Merci à vous. Et voilà, vous venez de suivre en direct la conférence de presse de François Hollande. Environ 1h20 de questions-réponses avec les journalistes, avec moi, toujours en plateau, Jean-Baptiste Prédalé. Vous avez tout suivi, vous avez tout noté. On va bien sûr décrypter cette conférence de presse et vous faire entendre les principales mesures annoncées de cette conférence de presse. D'abord, un mot général, Jean-Baptiste Prédalé, vous parliez juste avant la conférence de presse de cette stature présidentielle de François Hollande.